Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, l'opération de simulation Togosi 2016. C'est un exercice destiné à tester le dispositif mis en place par le gouvernement pour faire face aux éventuels cas d'inondation, de catastrophes. Nous irons dans les villages à Gbanakin et à Klakou et on en parle largement après avec les principaux acteurs. À suivre aussi ce rapport sur l'accès aux services de la santé de la reproduction. Une étude a été réalisée par l'ATBEF au campus universitaire de Lomé. On en saura un peu plus dans cette édition sur le niveau de connaissance, de comportement et d'attitude des étudiants vis-à-vis de la santé de la reproduction. Enfin, le parcours du prisonnier, c'est pas le titre d'un film, c'est un projet mis en place par l'ONG Fraternité des prisons. On en parle également ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et direction tout d'abord l'ancien palais de la présidence de la République. C'est là que le président Faure Gnassingbé a reçu ce matin le professeur Albert Tevoudrey, président du Centre panafricain de prospective sociale. Pour votre gouvernement, bien sachez que c'est un centre qui fait dans la promotion de la paix, du dialogue interreligieux et interculturel. Les échanges ont donc tourné autour de ces différentes thématiques. Les précisions au micro de Arnaud Kidou. Le président de la République togolaise a bien voulu m'accueillir aujourd'hui pour que je lui parle d'un projet d'importance prioritaire concernant la politique de la paix. Jusqu'à présent, avec l'affaire de Boko Haram d'Al-Qaïda, il y a beaucoup d'efforts de sécurité qui coûtent terriblement cher. Mais la guerre ne finit jamais la guerre. Il faut arriver à ce que une politique de vivre ensemble puisse émerger par le dialogue interreligieux et interculturel. Et c'est la raison pour laquelle le président Ouattara m'a confié cet ambassadeur du Nigeria qui a été avec lui dans les efforts de paix pour la Côte d'Ivoire pour que je vienne exposer au président Faure la nouvelle politique que nous souhaitons qui doit avoir deux volets. Le volet sécurité et le volet dialogue interreligieux pour vivre ensemble. Le président de la République a bien voulu accepter de prendre en charge ce dossier avec ses frères. Et depuis que je suis sûr que dans quelques jours, dans quelques semaines, et désormais, les Africains auront une voix particulière dans les opérations de paix, dans une politique compréhensive, une politique qui tienne compte à la fois de la sécurité, mais aussi de la paix par le vivre ensemble, le dialogue interreligieux, par des actions de développement gérées et montées par les responsables religieux de tous bords. Le développement est le nouveau nom de la paix. C'est ce à quoi le président Faure Gnassingbé m'a donné l'assurance qu'il contribuerait. Voilà, Albert Tevoudrey, président du Centre panafricain de prospective sociale, reçu donc ce matin par le président Faure Gnassingbé. Et toujours ce vendredi, le chef de l'État en seconde audience a échangé avec le président de la commission de l'UEMOA. Vous voyez là les images de cet entretien, toujours à l'ancien palais de la présidence de la République. Cheikh Abidjou Soumara, ce dernier n'a pas fait de déclaration à sa sortie d'audience. Je signale aussi que le président Faure Gnassingbé continue toujours de recevoir des messages de félicitations à l'occasion de la célébration du 27 avril, la fête de l'indépendance. Message ce soir du président du Malawi, message de félicitations donc adressé au chef de l'État. L'actualité, eh bien, c'est cette opération Togo propre qu'on va évoquer. Ça revient dans les habitudes, mais beaucoup reste encore à faire. Alors, comment réorienter ces opérations Togo propre pour une participation plus massive, plus citoyenne? Eh bien, c'est justement la préoccupation du ministre Guy Madji Lorenzo, en charge de la formation civique. Préoccupation partagée ce vendredi avec l'ONG IOF. La Corée, elle nous apporte donc l'expérience de la Corée du Sud. Charlotte Moussimé pour les précisions. Suite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ici sommairement présenté. Le pays a fait sa toilette et a retrouvé sa beauté d'antan. Grâce au sursaut national, à la volonté politique et au changement de mentalité. C'est cette expérience qui est partagée avec le ministre en charge de la formation civique et ses collaborateurs engagés dans la réussite du projet mensuel Togo propre. Tour à tour, les différentes représentations ont partagé leur programme d'action, suggestions et recommandations. C'est pour réallumer le feu de sursaut patriotique dans nos cœurs
que l'administration publique a voulu nous convier à cette réunion, de trouver des stratégies, lesquelles stratégies nous permettront de mieux avancer pour rendre notre environnement sain. Au sein de Togo Environnement Propre, nous suggérons qu'il y ait des pratiques éducatives justement qui englobent tous ces problèmes environnementaux-là. Parce qu'il faut qu'avant de poser un acte civique, il faudrait comprendre les conséquences que ces actes-là ont sur l'environnement. L'opération de salubrité demeure un acte civique citoyen et contribue à l'atteinte du cadre de vie. Et nous devrions savoir que l'environnement, un environnement sain, un cadre de vie propre est gage de bonne santé. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Et lorsque nous balayons notre maison et que nous prenons soin des alentours de notre maison, c'est pour nous-mêmes. Tous les pays qui sont maintenant développés sont passés par l'amour pour la patrie. Et donc, il nous appartient, nous aussi Togolais, d'aimer notre pays, de faire en sorte que ce pays puisse rayonner à travers nos comportements civiques, nos comportements de tous les jours. Malgré leur volonté et détermination, ces entités rencontrent des difficultés qui sont surtout relatives à l'absence de patriotisme. Le ministre Guy Madjé Lorenzo pense déjà à une réorientation et une réorganisation des opérations Togo propres. Ce que nous allons faire, c'est partager toutes les actions qui sont en train d'être faites pour voir comment, à partir de là, nous pouvons sortir une trame nous amenant vers des réflexions pour asseoir une stratégie nous permettant de relancer cette opération et effectivement d'atteindre des objectifs et d'impliquer tout le monde. Je pense qu'on va demander à la jeunesse, aux jeunes des écoles, d'imaginer une signalétique pour Togo propre. Au nombre des pistes de solutions, la sensibilisation dans les écoles et centres de formation, une semaine plus tôt. Revoir les stratégies d'approche, impliquer davantage les autorités locales, faire parvenir les différents sites à nettoyer à la direction de la formation civique. Et le gouvernement rappelle justement à la population togolaise que la traditionnelle opération citoyenne Togo propre organisée tous les premiers samedis du mois aura lieu ce samedi demain, donc 7 mai 2016 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser massivement leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Voilà ce qu'indique ce communiqué du ministère en charge de la formation civique. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, cette étude est réalisée par l'ATBEF sur l'accès aux services de la santé, de la reproduction et de la contraception. Étude réalisée à l'Université de Lomé. Il s'agit d'en savoir un peu plus sur le niveau de connaissance, de comportement et d'attitude des étudiants sur la santé de la reproduction et évaluée par la même occasion l'audience de la médecine préventive sur le campus. Alors ça donne quoi cette étude? Rachel Djagli-Christine Petiki-Aloudé. Le rapport de l'analyse de l'accès aux services de la santé, de la reproduction et de la planification familiale à l'Université de Lomé révèle que 8,6% des étudiants ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. 114,1% utilisent le préservatif. En matière de connaissances sur les méthodes contraceptives, 113,1% d'entre eux sont au courant. Toutefois, les grossesses non désirées et les avortements ont été également enregistrés. L'étude a couvert les 14 établissements d'enseignement de l'Université de Lomé sur un échantillon dont l'âge se situe entre 15 et 30 ans. Nous avons constaté qu'au niveau de l'Université de Lomé, très peu d'étudiants, effectivement, reçoivent des services en termes de santé sexuelle et de reproduction et également en termes de planification, en termes de contraception plutôt. Et donc, le besoin est grand. On a relevé qu'au sein de l'Université de Lomé, il y a eu jusqu'à 6% d'avortement qui a eu lieu. Eh bien, c'est un chiffre quand même qui est inquiétant.
Le développement de la société est tributaire de la santé des hommes et des femmes qui la composent, selon le président de l'Université de Lomé. L'université compte plus de 49 000 étudiants et dispose désormais d'un cadre de référence en matière de santé sexuelle pour une meilleure planification des actions. En matière de médecine préventive, concernant la santé de la reproduction, c'est vraiment important que l'université prenne des actions, non seulement pour les jeunes filles, mais pour les jeunes garçons également. Et nous devons faire quelque chose pour que tout le monde se sente bien dans sa peau sur le campus. L'étude recommande, entre autres, d'inscrire la promotion de la santé de la reproduction au rang des priorités dans les départements et de créer une ligne budgétaire à cet effet. La fréquentation du centre de la médecine préventive étant faible, l'étude recommande aussi de mettre en place des stratégies de mobilisation des étudiants. Et voilà qui nous amène à évoquer par ailleurs la femme et le nouveau-né par rapport à la sage-femme. Hier, c'était le 5 mai, la journée de la sage-femme, une journée célébrée aujourd'hui, ce vendredi, avec ce thème retenu pour la circonstance. Le compte-rendu de Esther Laclé. Depuis presque 20 ans, la journée du 5 mai est dédiée à l'un des plus beaux métiers au monde, le métier de sage-femme. Malgré cette qualification, la profession est encore peu connue du grand public et cette journée est donc une occasion pour la découvrir et rendre hommage à celle qui l'exerce. Cette année, les réflexions sont axées sur la femme et le nouveau-né au cœur de la pratique des sages-femmes. En tant que sage-femme, ce thème nous inspire l'implication ou la contribution de la sage-femme dans l'amélioration de l'état de santé de la communauté, surtout la communauté féminine. Nous voudrons parler du couple mère-enfant. La sage-femme a le devoir de suivre la femme enceinte, de lui donner des conseils et donc de suivre le développement harmonieux de cette grossesse depuis le début jusqu'à l'accouchement et de suivre également le nouveau-né jusqu'à 5 ans après. Et par la suite, l'enfant serait confié à la médecine générale. Jour de fête, mais aussi de bilan. Le 5 mai de cette année coïncide avec le jubilé d'or de l'Association des sages-femmes du Togo, Asafeto. Le bilan est largement positif. Nous allons dire au plan de ressources humaines que notre association a grandi en effectif. De la centaine qu'elles étaient au début, nous sommes au-delà de 1000 aujourd'hui. Les grandes réalisations, c'est la formation continue. La formation continue régulière. Nous nous réunissons les derniers vendredis pour réfléchir à ce que nous faisons. Et nous faisons toujours une plage au cours de cette réunion-là, de revenir sur les difficultés dans l'exercice de notre pratique quotidienne. Partenaires, premiers membres de l'Asafeto et jeunes sages-femmes méritantes ont été primés au cours de cette cérémonie de reconnaissance du don de la vie. Plusieurs activités marqueront cette célébration, entre autres des formations, des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus, des sensibilisations sur l'auto-examen du sein et le planning familial. La célébration de cette journée prend fin le 13 mai prochain. L'apothéose des 50 ans de l'Asafeto aura lieu en novembre 2016. Et voilà, bien noté ce rendez-vous. Dans la foulée, cette annonce du 9 mai au 8 juin prochain, une vaste opération de traitement des maladies dites tropicales aura lieu. Une opération porte à porte dans les 5 régions du pays, sauf Lomé commune. Annonce faite ce matin par le ministère de la Santé devant la presse. Les précisions, Marceline Chakpala, Nathalie Panegui. Le Togo s'engage une fois encore à lutter contre les maladies tropicales négligées. Le traitement de masse des maladies tropicales négligées à l'albendazole, à l'ivermectine, au praziquantel à base communautaire va se dérouler du 9 mai au 8 juin 2016 dans les 5 régions du Togo, à l'exception de Lomé commune. En 2015, on a fait une évaluation de l'impact et la couverture nationale des jeunes métiers a baissé de 33% en 2009 à 11,6% en 2015. Les schistosomiases également, les prévalences ont baissé de 23% en 2009 à 5% en 2015. Par rapport à l'onchocercose, le Togo veut passer du contrôle
à l'élimination. Donc, il faudra intensifier les traitements de masse. Et pour garder les acquis, nous devons aussi maintenir les efforts. Les parasitoses intestinales, l'onchocercose et les schistosomiases sont les 3 maladies concernées par ce traitement de masse qui se fera de porte à porte par 10 652 agents communautaires formés à cet effet pour des prestations de qualité. Pour ce qui est de l'albendazole, ce seront les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans dans les zones endémiques. Pour l'ivermectine, 5 ans et plus dans les villages qui sont élus pour le traitement à base ou à distribution communautaire des zones endémiques de l'onchocercose. Et pour le praziquantel, 5 ans et plus dans les zones endémiques des schistosomiases. Ce traitement de masse se déroule en une seule phase et consiste au recensement des membres des ménages, à l'administration d'albendazole, de praziquantel, de l'ivermectine, suivi de la sensibilisation sur le lavage des mains et l'utilisation de l'eau potable. L'actualité, c'est aussi ces 2 accords signés ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. 2 accords. Le premier avec la mairie de Lomé, c'est pour le bon fonctionnement des gares routières de Kodjoviakopé et d'Akodesewa. Le second avec l'Agence nationale de promotion de garantie des PME, PMI. Les précisions de Dekoussao, Sylvain Raboudou. C'est le point de départ d'un partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT et la délégation spéciale de la commune de Lomé. C'est un accord de concession pour la gestion et le bon fonctionnement de 2 gares routières, celles d'Akodesewa et de Kodjoviakopé. Elles ont été construites sur financement de la CCIT pour la lutte contre le stationnement anarchique. Avec ce présent accord, les 2 institutions s'engagent à assurer leur exploitation optimale. Les gares routières constituent une source importante de trafic, dans notre pays. Il faut permettre l'accessibilité à ces gares, donc que ces gares répondent aux normes internationales prescrites, puisque n'oubliez pas que les gares qui ont poussé par-ci et là sont sous insécurité. On ne peut pas les contrôler, mais quand ce sont des gares aménagées, gérées par la municipalité ou ceux qui en ont la charge, je crois que c'est une source de sécurité en même temps de développement du pays. C'est beaucoup plus pour déterminer notre engagement à travailler avec l'ensemble des mairies du Togo pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour faire en sorte que l'ensemble des projets que nous avons au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo puissent être accompagnés par ces partenaires-là. Outre cet accord, celui intervenu entre l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, et la CCIT. C'est une convention qui va permettre à la ANPGF d'accroître ses activités de promotion et d'encadrement des jeunes entrepreneurs en vue de promouvoir l'auto-emploi. Nous offrons des services financiers, mais à côté, nous avons des services non financiers qui se résument en appui technique, encadrement, en formation et en formation. Exactement ce que fait la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. C'est pourquoi nous avons voulu unir nos forces pour, comme on dit souvent, l'union fait la force, pour être plus à l'écoute et à la disposition des entreprises de notre pays pour le bien-être, pour le développement économique de notre pays et donc apporter également notre technicité et nos savoir-faire pour la création d'emplois des jeunes. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a voulu, par cet engagement, soutenir ces institutions pour plus d'avancées dans le processus de développement économique du Togo. A signalé aussi dans l'actualité ce vendredi cette rencontre entre l'Office togolais des recettes et les grandes entreprises du Togo. Rencontre ce vendredi, je vous le disais. On va savoir un peu plus sur la teneur avec Ramdan Bassine. Les opérateurs économiques constituent le moteur de développement de l'économie nationale à travers le paiement des taxes et impôts. L'Office togolais des recettes OTR s'est engagé depuis quelques années dans un processus de modernisation des services rendus aux contribuables afin de faciliter le climat des affaires à ses partenaires.
La mise en œuvre de la facture normalisée, la collecte des recettes par les banques pour une meilleure sécurisation des fonds de l'État, le fonctionnement du port autonome de Lomé 24h/24 sont entre autres innovations apportées ces dernières années dans les services. Aujourd'hui, il est question de partager ces informations avec les responsables des grandes entreprises du Togo. L'OTR a inscrit dans cette démarche une rencontre régulière avec les partenaires économiques. Nous ne pouvons pas avancer au niveau de l'office sans échanger régulièrement avec ceux-là qui sont en quelque sorte les apporteurs d'affaires. C'est eux qui nous permettent au niveau de l'office de réaliser les recettes et d'atteindre les quotas qui nous sont fixés. Donc il est de bon ton que régulièrement nous puissions les rencontrer, échanger avec eux. Ce matin particulièrement, nous leur avons présenté les réformes phares de l'OTR et les défis que nous avons ensemble à relever. Nous avons également profité de l'occasion pour leur parler un tout petit peu de la facilitation des échanges qui est aujourd'hui le credo des économies modernes. L'initiative est appréciée par les opérateurs économiques qui souhaitent plus de réformes au niveau de l'OTR. Nous avons constaté que l'OTR est disposé à nous entendre, à créer les conditions pour que les entreprises se portent meilleures. Et donc, si l'OTR est disposé pour cela, je tiens à dire à tous les opérateurs économiques que le lendemain du Togo est meilleur et qu'il faille attendre que les choses puissent s'améliorer. Il ne faut jamais être négatif parce que c'est les impôts que nous payons qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Pour encourager les entreprises les plus dynamiques en matière de régularité, l'OTR s'engage également à améliorer les différents partenariats à travers des procédures de simplification des services. D'autres rencontres similaires sont prévues les prochains jours, toujours dans le souci de mettre à contribution les opérateurs économiques dans la mise en œuvre des nouvelles mesures de facilitation du commerce ainsi que les procédures fiscales et douanières. Et la suite avec la deuxième partie de cette édition un peu spéciale et direction Agbanakin et Aklakou, deux villages sinistrés dans la préfecture de Lac, deux villages qui ont le pied dans l'eau, inondés de partout par les pluies diluviennes. Les secours s'organisent sur place. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile met en branle tout le dispositif nécessaire pour faire face à la catastrophe. Attention, nous sommes là dans l'imaginaire. L'exercice de simulation a eu lieu ce vendredi. Le récit est d'Emsoussoukou. Il y a exactement une semaine, la fréquence des pluies devenait inquiétante. En moins de 3 jours, on a enregistré plus de 500 mm de pluie. Conséquence, la montée du niveau des eaux. Le Mono est en crue. Les populations d'Adamé et d'Agbanakin dans les lacs ont les pieds dans l'eau. Alerté, le ministère en charge de la protection civile a mis en branle le plan national de contingence. Il s'agit ici d'un exercice de simulation. Un exercice dénommé Togosi 2016 pour renforcer la capacité nationale à la réponse aux éventuelles inondations et préserver les acquis de la formation des Togolais à Accra sur la gestion des catastrophes. Togosi, c'est la divinité des eaux et que nous pensons que si cette divinité se fâche, il y aura inondation et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Le gouvernement, à travers certains projets, a fait la cartographie de la région maritime pour identifier les zones à risque. Ce n'est pas pour rien qu'on a quitté Lomé pour venir ici jusqu'à Agbanakin. Nous avons la cartographie des zones à risque de tout Lomé et de la région des savanes. Nous savons approximativement dans les régions où la survenue des catastrophes est vraiment récurrente. Ce scénario fictif a été suivi dans ces différentes phases par le ministre en charge de la protection civile, ses collègues de l'environnement et de l'action sociale, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ici, à Agbanakin par exemple, zone sinistrée, un site de prise en charge d'urgence a été mis en place. Tous les acteurs impliqués dans le projet, gestion intégrée des catastrophes et des terres, interviennent chacun en ce qui le concerne. Les populations sont déjà informées et sensibilisées sur les actions à mener en cas d'inondation. Dans ce système d'alerte précoce,
nous avons deux éléments. Nous avons les indicateurs locaux. Les indicateurs locaux, et c'est la montée des crapauds, bien la rentrée des reptiles dans les maisons sont des indicateurs que les populations connaissent très bien quand il y a un risque d'inondation. Le second élément, c'est ça. La balise comporte trois parties. La partie verte qui est la partie normale, la situation normale, et la partie jaune qui est le risque d'inondation, et la partie rouge qui est la partie de grand risque d'inondation. Si là on est au niveau rouge, c'est le niveau où il faut alerter les autorités locales. L'exercice Togosi 2016 a fait d'Aklakou la zone où les sinistrés ont été convoyés. Ce site d'accueil leur offre tout le nécessaire, vivres, non-vivres et eau, pour minimiser leur vulnérabilité. Le gouvernement salue la bonne tenue de cet exercice. Nous avons vécu les différentes étapes mises en place par les acteurs, à savoir le centre de tri à Gbanakin et enfin le centre des sinistrés à Klakou. C'est un exercice, parce que si vous en souvenez, en 2008 et en 2010, notre pays a connu des cas d'inondation. Et ensuite, après, le chef de l'État a pris ses responsabilités de dévancer les événements à partir de cet instant. Et il a demandé de mettre en place des structures en vue de gérer au cas où ça se produisait les catastrophes. Et c'est dans cet esprit que les partenaires ont accompagné notre pays à mettre en place ce projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Et pour les partenaires, c'est juste un début d'action en faveur des populations vulnérables. Ils se disent prêts à accompagner le Togo pour renforcer sa riposte face aux catastrophes de tout genre. Le groupe de la Banque mondiale accompagne le gouvernement pour mettre en place le système d'alerte précoce et certains dispositifs pour pouvoir faire face aux questions d'inondation en priorité. Et nous sommes très heureux de voir ce qui s'est passé. Et le dispositif est en place et on a essayé de tester et tout ce que nous avons vu témoigne de l'importance et du sérieux qui a été mis dedans. Togosi 2016 est un exercice à caractère civil et prend en compte la dimension civilo-militaire, en particulier la gestion de problèmes sécuritaires, humanitaires et d'aide à la population locale. Voilà, on vient de voir les images de cet exercice. On va en parler assez longuement ce soir avec, sur le plateau avec nous, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Avec lui, le commandant Bakayoma, directeur de la Protection civile. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Nous avons avec nous aussi le commandant Assagbe Iyaou de la division opération des FAT. C'est vous qui avez dirigé notamment le premier centre, le centre de tri. On va en parler aussi. Et Monsieur Adjamani Kopou, vous êtes directeur de la gestion des catastrophes au ministère de l'Action sociale. Bonsoir, messieurs. Première question, c'est à vous, monsieur le ministre. On a vu, c'est une forte mobilisation avec cet exercice grandeur nature. C'est une simulation, certes, mais est-ce que le risque est réel? Est-ce qu'il y a menace aujourd'hui? Merci. Est-ce qu'il y a menace? Je crois qu'on dit souvent qui veut aller loin prépare sa monture. Notre pays a mis en place des structures de gestion des catastrophes. Et le chef de l'État, depuis 2006, a pensé à cette dimension de protection civile en ajoutant au ministère de la Sécurité le volet protection civile. Et il a donné des instructions pour l'élaboration des tests légaux réglementaires. Aujourd'hui, au niveau du département, nous avons le plan national d'organisation des secours, le plan Orsec, qui est révisé tous les 2 ans. Il y a le plan national de contingence qui est révisé chaque année pour essayer de voir les probabilités de sinistres, de probabilités de catastrophes au cours de l'année en cours. Et en 2008 et 2010, nous avons connu les cas d'inondation dans notre pays. Notre pays a essayé de gérer ces inondations au mieux. Et après, on a quand même tiré des enseignements. Il fallait essayer d'améliorer. D'améliorer dans quel sens? Dans le sens de la coordination des différentes activités, la coordination des différents acteurs dans la gestion des catastrophes. C'est dans cet esprit que la Banque mondiale a accepté d'accompagner notre pays dans le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres.
avec une enveloppe de plus de 8 milliards de francs. Et ce projet a permis à notre pays d'élaborer beaucoup de programmes dans tous les domaines. Et aujourd'hui, au niveau de notre département, qui a eu l'honneur de coordonner les actions des différents acteurs, nous avons eu d'autres partenaires aussi qui ont accepté d'accompagner notre pays, l'US Africom par exemple, qui a assuré la formation de tous les acteurs, parce qu'il y a plusieurs ministères qui entrent en jeu dans la gestion des catastrophes. Voilà, justement, on voit qu'il y a cet exercice implique plusieurs acteurs. Quels sont concrètement aujourd'hui les dispositifs mis en place par le gouvernement pour faire face à d'éventuels cas d'inondation ou de catastrophe? Aujourd'hui, on ne le souhaite pas. S'il y a un cas de catastrophe qui survient, chaque acteur sait le rôle qu'il va jouer. Chaque acteur, chaque ministère a ses représentants au sein de cette structure. Ça nous permettra de gagner du temps, ça nous permettra d'apporter le secours au bon moment et éviter les conséquences fâcheuses souvent qui arrivent lorsque les secours traînent. Mais, commandant Bakayoma, c'est vous qui étiez sur le terrain, c'est vous qui avez coordonné donc les actions sur le terrain à Agbanake. Comment s'est déroulée l'opération de façon globale tout d'abord? Merci. L'opération de façon globale s'est très bien déroulée. Nous avons au niveau de l'organisation des clusters humanitaires, ce que nous appelons des cellules. Et nous avons la cellule santé, les cellules sécurité, l'opération, la communication, secours et assistance. Nous avons le watch, l'assainissement. C'est quoi le watch? Le watch, c'est ceux qui sont chargés d'entretenir, pulvériser l'eau, donner de l'eau potable à la population. Et les deux dernières cellules, c'est la logistique, l'administration et les finances. Au point de vue opération, comment était justement menée l'action sur le terrain, la coordination? Est-ce que les différents services, on va l'appeler comme ça, ont eu la complicité? Comment ça s'est joué sur le terrain? Les différents clusters des différentes cellules connaissent déjà leur rôle. Et la complicité, elle est très manifeste sur le terrain. Quand vous allez sur le terrain, chacun a sa cellule. Et les opérations, en gros, coordonnent. Nous avons deux centres. Un centre de tri installé directement sur les lieux des sinistres et un autre centre, ce que nous appelons le centre d'accueil des sinistrés, où dans le premier centre, ceux qui n'ont pas trouvé d'abri sur les lieux sont déportés vers le centre d'accueil où ils sont reçus par l'assistance et tous les services connexes qui s'y trouvent sur le centre. Et vous, en tant que coordonnateur des opérations, vous avez eu l'alerte ce matin, vous êtes arrivé à Agbanake, on reste dans l'opération. Quelle a été votre première action tout de suite sur le terrain? Notre première action tout de suite sur le terrain, c'est de pouvoir donner des instructions à la cellule opération pour faire sortir de l'eau les premiers habitants du village d'Adamé qui étaient sous l'eau, et les sapeurs-pompiers avec les Zodiacs se sont dépêchés et ils ont fait tout pour pouvoir convoyer tout ce qui était dans l'eau vers le village d'Agbanake. Commandant Assabé et Yao, vous êtes notamment, responsable du premier centre, le centre de tri dont on parle. Quelle a été, votre action au sein de ce centre? Comment a été menée l'opération sur place, dans ce centre de tri? Une fois que nous sommes saisis par nos renseignements, le service de renseignement, sur l'inondation du village d'Adamé et ses environs, rapidement, nous avons dépêché les sapeurs-pompiers, le corps des sapeurs-pompiers, qui sont directement partis sur les lieux au niveau du village d'Adamé. À partir de là, ils ont évacué les gens sinistrés en longeant le fleuve Mono. Ils ont navigué sur le fleuve Mono jusqu'à Agbanake, où nous avons placé les véhicules de transport des militaires, bien sûr, qui ont amené ces sinistrés jusqu'au centre. Vous évacuez le village? Vous évacuez les gens qui sont à Adamé. Donc presque la totalité
du village d'Adamé est submergé. Donc, tout le monde, tous les habitants sont sinistrés. On est obligé de les déplacer. Donc, c'est pourquoi on a envoyé le corps des sapeurs-pompiers pour ce travail. Parce que nous n'avons pas de voie qui amène de Agbanaké jusqu'à Adamé. Parce que tout est inondé. Donc, ils ont emprunté le fleuve. Ils ont utilisé le fleuve, ils ont navigué et arrivé à Agbanaké. Et maintenant, c'est à Agbanaké, ou précisément au niveau du centre de tri, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du centre de tri, une fois que les sinistrés arrivent, nous avons mis un dispositif. Le dispositif, c'est d'abord la sécurité qui gère l'entrée des sinistrés. Une fois que les gens sont rentrés, il y a un poste qui fait le tri, c'est-à-dire qui enregistre les sinistrés. Pourquoi un enregistrement des sinistrés? Qu'est-ce que ça signifie, ce dispositif-là? Ce dispositif signifie qu'on ne peut pas amener les gens sans les connaître. Donc il faut qu'on puisse identifier les gens. Donc dans ce ordre, nous avons mis en place les gens comme la Croix-Rouge, l'Action sociale, qui se sont occupés de ces gens-là en les enregistrant. Après avoir fini l'enregistrement, ils se dépêchent. On a constaté que parmi eux, il y a certains qui sont malades. Les malades sont immédiatement dirigés vers le poste de secours. Nous avons un poste de secours aussi à côté, qui a été géré par le docteur Bonson dans l'exercice. Donc, les malades sont traités là-bas. Après, ceux qui sont valides et dépouillés de tout, parce qu'ils sont inondés plus loin dans le village d'Adamé, situé à 2 km au nord d'Agbanaké, ils sont dépourvus de tout. Ils sont sans abri, ils sont sans vivres, ni comment on appelle les non-vivres, tout ça là. Donc, ils sont obligés d'être secourus dans ce domaine. Donc, à partir de là, il y a un poste d'attente que nous avons créé aussi sur le site. Là, ils vont rester dans ce poste en attendant leur évacuation sur le site d'accueil d'Aklakou, où ils ont été pris en totalité dans toutes ces dimensions, dans tous les domaines, par le centre d'accueil des sinistrés d'Aklakou, géré par M. Djamani. Voilà, et justement, M. Djamani, au niveau du centre d'accueil, c'est vous prenez en charge ces sinistrés qui arrivent dans le deuxième centre, qui est votre centre d'accueil. Alors, comment s'organise la prise en charge là-bas de ces sinistrés? Vous faites quoi précisément? Je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion. Effectivement, lorsque les sinistrés arrivent au niveau du centre, il y a un dispositif qui est mis en place. Ils sont accueillis. Lorsqu'ils sont accueillis, nous essayons de voir parmi eux, comme il a dit tout à l'heure, de voir ceux qui vraiment ne se sentent pas bien, ceux qui sont par exemple malades, et on prend des dispositions pour pouvoir les référer vers le dispensaire qui a été mis en place sur le site. Donc le site, c'est comme un centre, une maison où toutes les structures y sont implantées. Donc pour pouvoir mettre les sinistrés dans de très bonnes conditions. Donc après cet accueil, ils reçoivent des soins, ceux qui sont malades, mais ceux qui n'ont pas de moyens, qui ont perdu toutes leurs ressources, on leur donne des couvertures, des nattes et autres, et ils sont abrités par des tentes. Donc, lorsqu'ils sont dans ces conditions, ils sont également hébergés. Et nous accordons une attention particulière aux personnes vulnérables qui sont les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et surtout les malades. Et en dehors de cela, lorsque la situation rentre dans l'ordre, ces sinistrés sont encore convoyés dans leur structure, dans leur maison habituelle pour le relèvement, et on leur donne d'autres choses. Par rapport au centre d'accueil, nous avons plusieurs centres d'accueil qui ont été créés pour la circonstance. Il y a le centre d'accueil des sinistrés de Logopé, un centre qui a une capacité de 1000 personnes, qui peut accueillir. Voilà, ça c'est des centres qui avaient été créés lorsqu'il y avait eu une inondation. Voilà. En dehors de cela, il y a d'autres centres tels que le centre d'Aklakou, qui a accueilli les sinistrés aujourd'hui. Voilà. Il y a le centre de Bekota,
Il y a également le centre d'Aklakou, le centre de Tokpli. Voilà, donc là c'est des structures déjà mises en place pour faire face à d'éventuels cas d'inondation ou de catastrophes. Parmi, on a vu dans les images aussi, dans les images tout à l'heure diffusées, il y a des vivres que vous distribuez à ces sinistrés. Comment sont acheminés ces vivres et non-vivres sur place lorsqu'il y a alerte, puisque c'est un peu la débandade. Mais vous organisez comment? Oui, commandant Bakayoma. Nous avons dit au niveau de l'organisation qu'il y a une cellule logistique. Oui. La cellule logistique est chargée du transport et pour transporter, nous sollicitons les moyens au niveau de la NASAP. La structure. Voilà, justement, on a remarqué la présence donc de la NASAP, qui est l'Agence nationale de l'assainissement de salubrité publique. Oui. Nous avons sollicité des moyens de transport au niveau de la NASAF et au niveau des forces armées togolaises pour pouvoir transporter tout le matériel que la logistique fournit à la cellule assistance et secours. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. Vous avez supervisé, on va dire, dans cette opération de bout en bout. Quelle appréciation lorsque c'est des éléments qui ont été formés, dont vous testez donc la capacité de réaction. Lorsque vous prenez un recul, quelle appréciation faites-vous sur le déroulement de l'opération aujourd'hui? Je peux vous dire que l'opération d'Anasab s'est très bien passée. Chaque acteur a joué son rôle, comme cela se devait. Et nous avons associé à cet exercice certains préfets des régions à risque de notre pays. C'est-à-dire pour leur faire voir la bonne réaction qu'il faut avoir en cas de catastrophe, en attendant que le gros lot arrive de Lomé. Donc à ces préfets, ils ont vu comment les différentes phases de gestion d'une catastrophe. Et sur le terrain également, par rapport, vous le dites, donc il y a les préfets qui sont associés, il y a les différents services, vous avez des éléments qui ont été formés au centre Kofi Annan. Ça veut dire que vous mettez des moyens, d'autres acteurs aussi. Comment arrivez-vous à mobiliser tout ce moyen-là justement pour faire face à ces gens de catastrophes? L'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'issue des inondations de 2010, dans le plan de relèvement, parce qu'après la catastrophe, il faut aider les gens à se reprendre en charge. Donc le gouvernement avait élaboré un plan de relèvement très apprécié par la Banque mondiale. Et c'est ça qui a amené la Banque mondiale à accompagner notre pays dans le programme de gestion intégrée des catastrophes de terre. Ça demande beaucoup de moyens, c'est vrai. Et l'État fait ce qu'il peut. Les partenaires techniques et financiers également essaient d'apporter leur contribution. L'opération est dénommée Togbosi 2016. Juste une curiosité, pourquoi ce nom? Pourquoi Togbosi 2016? Ce qui répond, monsieur le coordonnateur, commandant Bakayoma. Togbosi 2016 parce que quand nous avons fait les prospections dans le village de Agbanake, nous avons découvert qu'il y avait une divinité chargée de superviser de l'eau et on a supposé que cette divinité-là, si elle se fâchait, c'est sûr qu'il y aurait une inondation. C'est pourquoi on a attribué ce nom à l'exercice. Est-ce aussi une façon d'appeler la population, s'approprier justement l'opération aussi? C'est une façon, je ne sais pas trop. Effectivement, parce que avant de prendre le nom, nous avions échangé avec le chef canton sur place et il ne trouvait pas d'inconvénient d'attribuer ce nom-là à l'exercice. Monsieur le ministre, on va boucler cet entretien avec vous, mais j'aimerais justement rappeler qu'en Conseil des ministres, le 1er avril dernier, il y avait eu justement une communication sur la politique de la protection civile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus précisément ce soir? J'ai parlé tout à l'heure des efforts fournis par le gouvernement pour la mise en place d'une structure de coordination. Donc, bien sûr, nous avons tiré les conséquences des inondations passées et il fallait mettre en place une structure chargée de coordonner toutes les actions, toutes les activités, que ce soit des ministères ou des partenaires qui interviennent en cas de sinistre. Donc aujourd'hui, le 1er avril, le gouvernement a écouté une communication de notre département sur le processus d'élaboration de la politique nationale de la protection civile et qui va déboucher sur la création d'une agence nationale de la protection civile. Et l'agence va jouer demain le rôle de la coordination et de toutes les actions qui seront menées par le gouvernement en cas de sinistre.
Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Au nom du ministre, je vous remercie que tous d'avoir donné plus de précisions sur cette opération Togosi 2016, un exercice de simulation donc, qui a eu lieu aujourd'hui dans le village d'Agbanakin sinistré. C'est un exercice, une manœuvre tout simplement pour faire face à d'éventuels cas d'inondation, de catastrophes dans notre pays. Merci à vous pour toutes ces précisions. On va boucler cette édition avec ce communiqué donc du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football qui a appris avec indignation que des individus ont pris fortuitement en place, qui ont mis fortuitement en place, et ceci sans respect de l'hiérarchie administrative, un projet d'un gala national de boxe intitulé Bravo Fort, soutenu par Delta Service en collaboration avec ASCO Boxing Club de Kara. La Feto Box met en garde ces prétendus organisateurs qui ne sont pas membres de la Fetobox et se disent travailler au nom des autorités. La Fetobox profite donc de cette occasion pour attirer l'attention de la société civile et les présidents des clubs sur cette organisation qui frise l'anarque. Par conséquent, la fédération demande aux clubs d'être vigilants et de rendre systématiquement compte de leurs actes au bureau exécutif de la Fetobox. Et voilà qui met fin à cette édition. Sachez aussi que depuis quelques semaines, plusieurs centres de formation professionnelle ont ouvert leurs portes à Lomé et pour répondre en quelque sorte à la problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi, adéquation formation-emploi, eh bien c'est le thème de l'émission que vous suivrez tout à l'heure après ce journal, l'émission Au cœur de la nation présentée par Anita Atigakou et des explications avec ses invités. Merci de nous regarder, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée.